Eh bien bonjour, chers amis de l'Institut des Libertés Médias. Donc on avait déjà fait une première émission dans la Meuse, qui était là-bas la paysannerie française de l'Est de la France. Là on se retrouve à l'Isle-sur-la-Sorgue, où c'est une paysannerie tout à fait différente, mais qui connaît les mêmes problèmes. Et donc on va essayer de continuer à parler à ce qui a fait l'épine dorsale de la France pendant longtemps, nos chers paysans, pour qu'ils nous expliquent ce qui va pas, ce qui pourrait aller mieux, etc. Parce que je crois qu'ils ont beaucoup à dire et qu'on aurait tout intérêt à les écouter. Merci beaucoup. Bon, mais bonjour, nous sommes, imaginez-vous, dans le pays des Sorgues, à l'Isle-sur-la-Sorgue. À l'Isle-sur-la-Sorgue, donc Sorgue ça veut dire source, et c'est pas très loin d'Avignon, parce que vous savez où je passe mes étés en général. C'est donc une petite émission de l'Institut des Libertés Médias. Et là, si vous voulez, j'ai essayé de rencontrer des gens qui sont en train d'essayer de réfléchir au bouleversement à apporter dans l'agriculture. Parce que la France avait bâti un système au travers des siècles où on était le pays où il y avait le plus de diversité, le plus de produits, les meilleurs goûts, tout le monde savait ça. Et en l'espace de 50 ou 60 ans, on s'est dirigé vers une agriculture de masse. Et finalement, je ne pense pas que ça fait le bonheur des paysans français. Et puis, ça ne correspond pas à ce dont on a besoin. Donc, il me semble qu'il y a des tas de gens dans la campagne qui réfléchissent, qui essayent de réfléchir à ce qu'il faut faire pour retourner à une agriculture de qualité, à une agriculture locale, à une agriculture saisonnière, tout ce que nous avons perdu un petit peu, et comment le consommateur doit se brancher là-dessus. Alors, je vais vous demander de vous présenter, madame, parce que c'est vous qui êtes la raison pour laquelle je suis ici, puis ensuite, vous passerez la parole à mon voisin à gauche, parce que vous avez beaucoup réfléchi à ces problèmes depuis longtemps. Oui. Donc je suis Eliane, fille et petite-fille de paysans, mariée avec un paysan, avec des enfants paysans. Donc j'ai jamais quitté ce domaine, ce qui m'a obligée un petit peu à trouver des solutions. Des solutions, je les ai trouvées dans le milieu où j'étais, l'arboriculture et la viticulture, en diversifiant et en faisant de la bio et de la vente directe. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les choses bougent très vite, évoluent très vite. Et cette petite rencontre, elle correspondait à une demande de ma part de pouvoir dialoguer avec des personnes qui connaissent autre chose que moi. Donc voilà. En tout cas, je peux dire quelque chose, c'est que je ne connais très peu à l'agriculture. Donc si vous voulez, j'ai été très intéressé de me renseigner, parce que j'adore apprendre. Et maintenant, je vous passe la parole. Mais vous aussi, vous avez commencé dans l'agriculture assez tard, non? Moi, je suis un néo-paysan, donc je ne suis pas fils de paysan, je n'ai pas d'enfant paysan. Donc je suis vraiment ce qu'on appelle un néo, je suis plutôt entrepreneur, monde de l'entreprise. Et il y a 5 ans, j'ai effectué une reconversion professionnelle qui a démarré en participant au financement d'un documentaire qui s'appelle Demain, Demain le film, de Cyril Dion avec Mélanie Laurent. Et un documentaire qui a eu un succès extraordinaire, vu par 1 million de personnes en France et diffusé dans quasiment tous les pays du monde. Et à l'occasion de la sortie du documentaire, j'ai découvert le monde de l'agriculture et les problématiques qui étaient liées à l'agriculture intensive qu'on a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui est très efficace, remarquablement efficace, mais qui génère des externalités négatives qui commencent à poser beaucoup de problèmes de pollution des nappes phréatiques, de destruction des sols, et puis aussi d'impasses techniques. On est aujourd'hui souvent dans des impasses techniques, c'est-à-dire qu'on ne sait plus produire certains aliments sans avoir des impacts très négatifs sur la biodiversité, sur la nature. Alors, donc il y a quelques années, j'ai racheté une ferme dans le Luberon, c'est devenu un produit familial, et c'est une ferme en polyculture comme il en existait énormément en France. En fait, oui. La France était parsemée de petites fermes et on en a perdu, je crois, le chiffre c'est entre 40 et 60 000 en moins de 40 ans. Et donc moi je m'intéresse à toutes les manières différentes de produire une agriculture durable qui est complémentaire de celle qu'on vit aujourd'hui, puisque l'agriculture aujourd'hui nourrit tout le monde à des prix très bas. Ça marche bien, mais il faut inventer, il faut faire évoluer ce modèle et les agriculteurs qui sont en place n'ont pas le temps d'expérimenter parce qu'ils sont déjà dans des situations très difficiles, parce qu'ils sont en concurrence mondiale. Moi, j'ai la chance de pouvoir expérimenter d'autres formules et c'est ce que je fais ici
ici dans la région, après avoir aussi lancé une ferme urbaine à Marseille qui s'appelle le Talus et qui est une expérience de tiers-lieu social aussi, où on voit les effets bénéfiques de remettre de la nature en ville. C'est-à-dire des choses sur les toits, des ruches. On a vécu une expérience incroyable. L'État français nous a mis à disposition 1 hectare de terrain en ville. C'est un délaissé d'autoroute, une autoroute qui est enterrée. Il n'y avait plus de sol. Et c'est une expérience scientifique qu'on a menée. Donc vous avez remis du sol ? On a recréé un sol from scratch avec le partenariat technique d'un institut qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant et avec un suivi scientifique avec AgroParisTech, je crois. Et on est démarré d'un sol mort, on a recréé un sol et en moins de 3 ans, on a transformé un désert en espèce de jardin d'Éden en pleine ville. Et qui s'en occupe? Sont des gens locaux? 2 salariés, maintenant il y a 2 salariés. Il y a 2 salariés, vous n'avez pas, 8 parce services civiques. que dans des villes comme New York ou un peu partout, très souvent, vous avez des lopins de terre qui sont donnés à des gens qui aiment venir cultiver en ville. Ça. On loue des bacs potagers dans un quartier hyper difficile, c'est un des quartiers sensibles de Marseille qui s'appelle Herbel. Et on loue des bacs 1 € par semaine, des bacs de 1 mètre carré. Et on fait des partenariats aussi avec les écoles. On est à côté d'une école où les enfants qui habitent Marseille n'ont jamais vu la mer. Donc c'est des quartiers vraiment très défavorisés. Il faut vraiment se lever tôt pour voir la mer à Marseille. Parce que ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le moyen d'aller à pied à Notre-Dame-de-la-Garde pour la regarder. Non, parce que c'est 2h30 de marche, c'est une nuit très attendue. Et ces enfants qui vivent dans des cités qui ne sortent pas de leur cité, quand vous les emmenez jardiner, ils disent à leur maîtresse, à leur mère, on s'est trop amusé, c'est vachement mieux que de jouer à la Xbox. Donc ça me donne un espoir dans l'humanité. C'est un peu plus lent. C'est un peu plus lent que la Xbox. Les satisfactions du jardinage, ça prend du temps. Voilà, donc ça c'est mes 2 expériences. Donc je découvre, je me déclare pas agriculteur, pas encore, peut-être que dans quelques années. Non, vous serez arrivé au bout de vos efforts et de votre satisfaction le jour où vous pourrez vous déclarer paysan. Voilà, parce que vous êtes sans doute agriculteur, mais vous n'êtes pas encore paysan. Mais je suis sûr que vous avez... Par contre, madame, vous êtes paysan. Alors vous allez m'expliquer comment vous êtes débrouillé pour vous lancer dans tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené en tant votre expérience d'exploitant agricole? Alors, essentiellement des obligations. Celle de la santé de mes enfants. Parce que je suis une maman avant toute chose. Et la santé des enfants ou la santé de la terre, pour moi, c'est exactement pareil. Au départ, j'ai espéré faire ce que faisait mon grand-père. Je me suis très rapidement, et pas vraiment ce que faisait mon père, parce que mon père était déjà un intermédiaire vers une autre agriculture, même s'il n'a jamais mis les pieds dedans, il est resté pépiniériste, il est resté petit producteur. Mais en me mariant avec un agriculteur, c'était déjà plus un paysan. Et en voyant l'état de santé de notre famille, c'est ce qui m'a surtout demandé de changer quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire ma responsabilité de maman. C'est-à-dire que vous aviez l'impression que les produits que vous utilisez, que votre famille utilisait, n'étaient pas bons pour leur santé? C'était pas cette impression-là, c'était le climat ambiant de la famille qui était désastreux pour élever des enfants et vivre... Tiens, vous pouvez m'expliquer ça? Une pression déjà très forte à la production, déjà pas du tout la maîtrise de la vente. Il a fallu tout repartir à zéro pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de la vente directe, mais tout était fait aux expéditeurs de Cavaillon. Les expéditeurs de Cavaillon ont progressivement perdu du terrain aussi, parce qu'ont été créés les marchés d'intérêt national. Alors qu'autrefois nous avions dans la région, tous les villages avaient Caumont, c'était le marché du raisin. J'ai accompagné mon papa au marché du raisin de Caumont. Saint-Didier, c'était le marché de la cerise. Cavaillon, pratiquement tout le monde le sait, le marché du melon. Tous les villages... Donc vous voulez dire qu'il y avait une espèce de décentralisation locale où les producteurs pouvaient aller et puis on a tout centralisé ça dans des espèces de grands machins. Voilà, il y avait des milliers de petits entrepreneurs, des milliers de petits expéditeurs. Il y avait des laiteries. Dans la périphérie d'Avignon, il y a encore un petit peu des prés, ce sont les restes des laiteries. Il y avait des productions de viande, il y avait de tout. Et derrière ça, c'était une façon pour les gens qui achetaient en masse d'avoir un seul endroit où venir, comme ça les arrangeait eux. Alors, est-ce que c'était la même époque où se sont développés les hypermarchés en France, etc.? Oui, voilà. Ça a été les prémices. En fait, c'est avec
l'ancienneté, le temps passant, en refaisant une rétrospective, vous vous rendez compte que ça ne s'est pas fait en un jour et qu'une chose a amené l'autre. Et dont les marchés d'intérêt nationaux ont permis aux grandes surfaces de s'approvisionner, chose qu'ils n'auraient pas pu faire aussi rapidement, autant en nombre, sur les marchés d'intérêt nationaux qu'à ces petits marchés. Et alors ces petits marchés, j'imagine aussi que ça devait être le lieu où il y avait beaucoup de diversité, c'est-à-dire qu'à Cavaillon, il devait y avoir plusieurs sortes de melons, j'imagine, j'en sais rien, mais plusieurs sortes de cerises. Est-ce que ça a amené aussi cette espèce de centralisation à un appauvrissement où il n'y avait plus qu'une ou deux sortes de pommes, une ou deux sortes de melons, une ou deux sortes de... Aussi bien à la plantation qu'à la distribution, évidemment. Donc ça a fait une espèce de déperdition biologique, quoi. C'est ce fameux progrès que tout le monde a voulu depuis les années 50, 60, 70, a amené la machine à la place déjà le tracteur à la place du cheval, parce que je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure, mais il utilisait le cheval, mon oncle l'a utilisé longtemps. Des petits tracteurs pas très onéreux au départ, et puis aujourd'hui ce sont des tracteurs beaucoup plus importants, des machines, des calibreuses. Aujourd'hui on calibre la cerise, ce qui est ridicule, permettez-moi de le dire, parce que c'est pas le calibrage qui va faire le goût Je ne peux pas en prêcher un convaincu. Voilà. Ce que je dis toujours aux gens, moi qui ai vécu les 3/4 de ma vie en dehors de France, c'est que la France est un merveilleux pays, parce que quand vous y revenez, tous les produits ont du goût. Parce que quand vous allez dans les autres pays, c'est beau en général, les pommes sont belles, la viande est belle et tout, mais ça n'a aucun goût. Donc si vous voulez, la France a gardé au moins cette capacité. Mais alors ça s'est fait, ça a permis aussi une baisse du prix relatif de la nourriture pour toute une série de la population. Et donc si on revient vers une agriculture moins intensive, moins spécialisée, etc., ça veut dire que quelque part, les produits de cette agriculture-là seront sans doute meilleurs, plus diversifiés, mais plus chers. Et donc, comment les familles aujourd'hui, je sais pas, je pense aux gilets jaunes qui ont du mal à boucler les fins de mois, comment ils vont se payer? Parce que la première des choses que vous devez faire, bon, c'est le logement, la deuxième, c'est la nourriture, mais si le prix de la nourriture se met à augmenter beaucoup, ben, il vous en restera d'autant moins pour, je sais pas. Il y a plein de solutions à ça. D'où l'intérêt de la permaculture. Alors, il y a la permaculture, l'agroécologie, là on peut appeler ça agriculture de conservation, enfin il y a beaucoup de types d'agriculture. Expliquez-moi comment on pourrait maintenir des prix bas en faisant une agriculture de meilleure qualité. Il y a un truc tout simple aujourd'hui, et c'est pas valable que pour l'agriculture, une société qui pollue ou qui génère une perte de biodiversité ou qui... en gros, qui génère des externalités négatives, on ne lui facture pas. C'est-à-dire c'est la communauté globale qui paye pour dépolluer les eaux, pour avoir une eau potable, etc. Si on commençait à facturer aux pollueurs le coût de la pollution, et si on réussissait... Mais ça ferait monter aussi le prix de la nourriture. Parce que, si vous voulez, le pollueur, pour l'instant, lui, ça peut être un paysan d'ailleurs, qui fait... ils ont le problème de lisier en Bretagne, j'ai pu comprendre, énorme. Donc, si vous facturez ça, ben, le prix du cochon va augmenter. C'est vrai, mais dans l'autre sens, si vous faites une... Il n'y a pas de repas gratuit, vous savez. Si on revient à une agriculture de tradition, ou une agriculture agroécologique, et que le temps passé à maintenir des haies, à créer des mares, à favoriser la biodiversité, ce temps-là était payé, eh bien ça, c'est pour le revenu. Ce serait pour, en quelque... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, on ne devrait pas subventionner, mais payer un peu le paysan pour une espèce de... Pour les services qu'il rend à la communauté, mettons. Comme autrefois, on payait le cantonnier du village pour les... Exactement, c'est un bon exemple. Pour nettoyer les fossés et tout et tout. Et ça lui permettrait de produire moins cher. Mais il me semble qu'il serait mieux, moi en tant qu'économiste, il me semble qu'il faudrait que chaque chose soit à son prix, quoi. Qu'on détermine un prix. Mais on sait bien que le prix est relatif. Enfin, le prix, oui, mais en même temps... Bon, alors parlez-moi un petit peu de cette perma-agriculture, là, l'agroécologie, l'agroécologie ou la permaculture, c'est... La permaculture. C'est une agriculture qui plutôt travaille avec le vivant que contre le vivant. D'accord. Ça veut dire déjà que la qualité du sol est au centre du travail. C'est-à-dire que vous faites énormément de travail sur le sol pour qu'il soit extraordinairement productif. Oui, c'est des choses un petit peu simples aussi. C'est par exemple avoir un sol couvert en permanence. Ça permet
d'avoir un sol qui est plus riche, d'avoir un sol qui sèche couvert, plus vite. Ça veut dire quoi? Couvert avec une couverture végétale, par exemple. Ah oui. C'est pas toujours possible, hein. On ne peut pas toujours le faire en fonction du type d'agriculture, mais je vous donne un exemple précis, par exemple sur l'arboriculture. Les fruits sont souvent attaqués par des insectes dits ravageurs. Oui. Et en fait, on s'aperçoit depuis quelques dizaines d'années que lorsqu'on fait un verger diversifié avec énormément d'espèces différentes et qu'on met en place une mare et qu'on met en place des haies et qu'on met en place en fait un écosystème global, au bout d'un moment, au bout de quelques années, il y a un équilibre qui se crée et les ravageurs sont détruits par des insectes qui, eux, sont bénéfiques. Il y a un équilibre qui se crée. Ça permet d'avoir des prédateurs, des ravageurs, quoi. Parce que la nature est bien faite, c'est-à-dire que si on met en place un système très diversifié et très équilibré, mais ça ne se fait pas tout de suite, et c'est bien le problème, c'est que quand on veut passer d'un système A à un système B, il y a plusieurs années, et pendant ces années-là, on devient encore plus fragile, encore moins rentable, et que si on n'est pas aidé, c'est quasiment impossible. Moi, j'ai la chance de démarrer from scratch un verger en autocueillette très diversifié. Je vais pouvoir expérimenter ça en vrai. Et pour l'instant, le peu de choses que je produis... Autocueillette, ça veut dire qu'au lieu que ce soit une équipe qui cueille et qu'on aille vendre sur les marchés, ce sont des sociétaires qui viennent cueillir sur place et qui payent les fruits au kilo. Ah, donc c'est eux qui viennent chercher les cerises. C'est eux qui viennent chercher les cerises, les framboises, etc. Ça marche d'ailleurs déjà un petit peu bas dans la région, un petit peu en Île-de-France, mais ce n'est pas un système qui est encore très connu en France. Ce que j'ai vu, et c'est pas comme ça qu'on va nourrir tout le monde. Hein. Non, j'entends bien. C'est pas une solution globale. Hein. Moi, j'expérimente d'autres manières de faire. Et je me suis appuyé sur des personnes qui le font déjà depuis 15 ans. C'est un arboriculteur professionnel qui s'appelle Stéphane de Sofkoviap, qui est au Canada. Il faisait de la monoculture, il a fait des expérimentations en diversifié. Il s'est aperçu que plus on a un verger très diversifié, plus la pression de maladie baisse au fil du temps. Et aujourd'hui, il fait quasiment plus de traitement, mais il fait des soins. Il fait des soins aux plantes. Alors, il a expérimenté plein de trucs et moi je suis sa trace en adaptant à la région qui est différente, à mon mode d'irrigation qui est différent. J'ai planté 1 millier d'arbres sur 1 hectare, donc très serré. Sur 1 hectare, c'est très serré ça. Extrêmement serré, oui. Et ils vont pouvoir pousser? Alors ils vont pousser. Et vous en enlèverez un peu quand ils seront... Exactement, c'est ça. Parce que j'avais vu des choses, il fallait enlever les arbres de façon tout à fait régulière, mais pas simplement enlever ceux qui étaient malades, mais enlever ceux qui étaient... Il paraît que c'était beaucoup mieux. Je vais garder ceux qui produiront mieux, qui seront en meilleure santé. Au bout d'un moment, il y aura des choix un peu difficiles à faire. Oui, mais en tout cas, j'y suis pas allé à l'aventure, puisqu'il y a un modèle économique qui existe, il y a un mode de distribution, il y a un protocole d'entretien, il y a un protocole. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques exemples qui se passaient par exemple à Paris. Dans mon bureau, il y a un gars qui aime beaucoup ce genre d'idées. Alors il a passé des contrats avec des paysans qui sont quelque part dans la région d'Orléans. Et les gars viennent lui livrer une fois par semaine. Ils font le tour de tous leurs clients à Paris, les produits de la semaine, quoi. C'est-à-dire qu'il prend un abonnement à l'année, et un jour il aura des pommes de terre, le lendemain une semaine après il aura des choux. Donc c'est-à-dire que vous livrez ce que la terre a fait au moment où elle le fait, quoi. C'est-à-dire de faire une agriculture qui est beaucoup plus saisonnière, enfin des ventes beaucoup plus saisonnières. Parce que quand vous allez dans un supermarché, vous trouvez des cerises à Noël, des fraises en décembre. Enfin, je veux dire, on a de tout à tout moment, quoi. Moi, quand j'étais enfant, on bouffait des pommes quand c'était le moment des pommes, des poires quand c'était le moment des poires, des cerises quand c'était des fraises. Ça durait 15 jours, les fraises. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on peut transporter des fruits dans des avions, dans des cargos. Donc, ça, c'est les effets de la mondialisation. C'est des effets, les gens étaient très contents d'avoir des fraises à Noël, mais enfin, c'était un peu curieux, quoi. Mais tout ça, le vrai problème, c'est de produire en masse à un prix acceptable, sans qu'il y ait... il ne faut pas que le niveau de vie des Français, on ne peut pas faire baisser le niveau de vie des gens qui ont déjà un niveau très bas, quoi. C'est pas possible, quoi. On ne sait pas ce qu'on va vivre. Le futur est inconnaissable, voilà. Ça je vous l'accorde, on est tous d'accord là-dessus. Parce que j'ai eu exprimé une seule fois en public ce que notre famille avait perdu pour produire bio. Et je ne l'ai plus jamais refait, mais tu parlais du film Demain, moi c'était au moment de la sortie du film Nos enfants nous accuseront.
Et j'avais pris la parole 2 fois, et notamment pour dire ce que notre famille avait perdu, c'est-à-dire pendant 25 ans, près de 50% de son chiffre d'affaires pour arriver à produire bio. Et j'avais dit la somme à peu près. J'avais pas besoin de faire des longs calculs. De faire de longs calculs pour le savoir. Vous l'avez vécu jour au jour. Ça m'a coûté assez cher. Et ce jour-là, j'ai conclu en disant... dites-vous bien que tous ceux qui sont dans cette salle et ailleurs devront en faire autant. C'est-à-dire que si on veut réparer ce qu'on a omis ou pas voulu ou pas pu faire, nous allons quand même avoir du travail à le faire et ça va coûter quelque chose. Alors peut-être que ça va être des subventions, peut-être que ça va être des rémunérations que nous n'avons jamais eues, comme l'entretien du paysage, comme quand nous accueillons des stagiaires, que nous donnons des formations. Transmission de savoir aussi. Des transmissions de savoir, parce que ça aussi, ça va coûter cher si on ne transmet plus notre savoir. Et où va-t-on le chercher? Ça sera... C'est une perte gigantesque, si vous voulez. Voilà. Voilà. Je vois ça dans le domaine des artisans. Un artisan qui est très compétent et qui ne prend pas d'apprenti parce qu'il ne peut pas, ou parce que c'est trop cher, ou j'en sais rien. Mais vous avez tout un savoir qui disparaît. C'est un désastre quand ça se passe. Et c'est dans toutes les professions, parce que, donc on parlait des groupes AMAP tout à l'heure. AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne qui dure depuis les années 2000. J'ai connu dans les AMAP une dame qui travaillait à l'urbanisation, enfin vraiment, et elle me disait, mais même nous, on ne peut plus former quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de former des nouveaux remplaçants quand ils vont partir à la retraite. Donc une société qui ne tient plus compte de ce qui va se passer plus tard, d'un avenir certain, et des départs à la retraite ou des manques de connaissances qu'on ne transmet plus, il y a peut-être des choses à abandonner, mais il y a quand même des choses à conserver. Alors, donc ça, c'est du côté de l'agriculture, mettons, nouvelle et ancienne à la fois, si vous voulez, où on essaye de revenir, mais avec les progrès de la technologie moderne. Mais vous me disiez, monsieur, qu'il y a certaines branches de l'agriculture, on a parlé avant cette émission, par exemple de la betterave, ou même de la pomme, où il y a des produits chimiques qui ont permis le développement, qui sont soit plus utilisés, soit qui ne marchent plus, quoi. Donc on arrive peut-être aussi à une espèce... On a des murs, on a des impasses techniques. On a des impasses techniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot là? Il y a une qui est très simple, c'est la cerise dans la région, puisqu'il y a une mouche qui vient d'Asie. Il s'appelle, si je ne me trompe pas, la Drosophila Suzuki, c'est ça, Eliane? Oui. Qui a dû se balader dans un camion, dans un avion, etc. Et depuis 15-20 ans à peu près, est arrivée en France et a commencé à se disperser sur le territoire. Et cette mouche, elle pond dans chaque cerise. Donc si vous ne faites pas de soins ou de traitement, au bout d'un moment, quand la cerise est bien mûre, elle commence, il y a des cerisiers qui tombent vraiment, il y a juste de cerises, qu'il n'y avait plus de cerises. Il n'y a même plus de cerises pour faire du... Il y avait un produit qui marchait extrêmement bien, alors je ne me souviens pas exactement, c'est Dimothéane, ou je me souviens plus le terme. Bref, c'est un produit qui marchait très très bien, mais qui a été classé cancérigène dangereux, et qui a été interdit en Europe il y a quelques années. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a quelques années. Avec un problème quand même, c'est que c'est interdit en Europe, mais avec des dérogations pour quelques pays, je ne sais pas pourquoi, encore pendant 1 an ou 2. Ce qui fait qu'en France, on se retrouve dans une situation où il y a des producteurs de cerises qui arrachent les cerises, parce qu'ils n'ont plus de moyens d'avoir des cerises à vendre, puisqu'ils n'ont plus le produit qui marche. Et la seule solution qu'ils ont, c'est de mettre des filets. Un filet, ça coûte hyper cher. Il y a quelques producteurs, par exemple dans le Mont Ventoux, qui le font. Donc ils ont des cerises d'excellente qualité, mais avec un coût de main d'œuvre assez cher. On se retrouve avec des cerises entre 15 et 25 euros le kilo, au lieu de 3, 5 ou 6 euros le kilo. Et donc il y a des producteurs de cerises qui ont pris une décision radicale, ils ont viré les cerisiers, ils cherchent d'autres alternatives, amandiers, pistachiers, etc. Ça c'est un exemple, et en fait ces exemples-là se multiplient. On a eu l'exemple avec la betterave récemment, parce qu'en monoculture, les cultures sont fragiles, elles sont soumises à des attaques qui ne sont pas compensées par un environnement, un écosystème qui va amener des insectes auxiliaires pour combattre ça. Et du coup, on ne peut pas faire autrement, quoi. On est dans une impasse pure et dure.
Donc, si on doit, je vais essayer de conclure rapidement, mais donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un, il faut le faire simplement parce que les produits sont meilleurs et les paysans seront plus heureux et tout. Mais aussi, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les paysans qui ont suivi le schéma extensif de cette agriculture très industrialisée sont eux-mêmes en train d'arriver à des moments de vérité où on le voit sur les rendements du blé en ce moment, enfin, sur les problèmes de maïs qui consomment énormément d'eau, et on a des régions où il y a du maïs, mais on commence à avoir des problèmes de Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti une agriculture extraordinairement productive. Absolument. Et extraordinairement fragile. Elle est devenue extrêmement fragile. Elle a aussi produit des externalités négatives importantes. Qui ajoutent à sa fragilité. Qui ajoutent à sa fragilité. Donc le mouvement, ce serait d'essayer de revenir à une agriculture plus diversifiée, les petites fermes dont vous parliez. C'est ça, et puis en plus ça produit énormément d'emplois, puisqu'on sait que dans le domaine de l'agroécologie, et compte tenu que les paysans vont partir à la retraite, l'âge moyen d'un chef d'exploitation c'est 62 ans aujourd'hui. Hein. Donc, il y a peu de jeunes qui veulent reprendre, hein, puisque comme la situation est hyper difficile. Donc ça veut dire qu'il va manquer, si on mettait en œuvre un plan agroécologique et qu'on mettait en mouvement la création par exemple de 60 000 petites fermes, c'est vraiment une hypothèse, ça générerait à peu près 600 000 emplois. Mais pour ça, bien sûr, c'est une idée qui pourrait marcher, mais pour ça, il faudrait commencer à former les gens maintenant dans des écoles d'agriculture, des trucs comme ça. Et les formations aujourd'hui ne sont pas en phase, elles commencent un petit peu à l'être, mais des formations en agroécologie, on en trouve, mais c'est pas encore ça, quoi. À savoir aussi qu'il y a deux tendances, celle de la robotisation, de travailler qu'avec la machine, et celles dont on vient de parler, apparemment, elles ne vont pas dans le même sens. Donc, parfois, elles se rejoignent. Parfois, mais... je vais donner un petit exemple. Il y a une société locale qui s'appelle Nayo Technologies. Ils font des robots agricoles, des petits robots de désherbage, par exemple. Et c'est super intéressant parce que si je prends l'exemple du maraîchage, qui est un domaine que je connais un petit peu mieux, il y a beaucoup de temps à passer sur le désherbage. Si on peut confier des travaux de désherbage à un robot motorisé par des batteries, eux-mêmes motorisés par un panneau solaire, qui va soulager le travail des maraîchers, c'est une piste intéressante. Oui, parce que ce n'est pas un travail très intéressant de désherber, j'imagine. C'est pas le plus intéressant. Il y a beaucoup de maraîchers qui adorent faire ça. C'est plus difficile aussi. C'est difficile et ça produit des endorphines. Alors, moi, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec une maraîchère il y a quelques années qui me disait, moi, quand je désherbe, j'aime ça. Ça me génère des endorphines, je suis en méditation, voilà. Je ne vois pas le temps passer, je me sens dans le même état que quelqu'un qui fait un triathlon et qui paye pour aller faire un triathlon en montagne. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, le désherbage, je ne prends pas beaucoup de plaisir à faire ça. Bien, écoutez, on va terminer cette petite réunion qui s'est passée. Merci beaucoup tous les deux. Avec plaisir. Mais aussi, il faut que vous veniez dans le coin parce que quand même toute la région. Il se passe des trucs incroyables. Hein. Il se passe des trucs incroyables et ça a toujours été une énorme région en Europe de production de fruits, de légumes, d'agriculture et tout. Donc s'il y a des solutions qui vont naître dans l'agriculture française, elles vont probablement naître pas très loin d'ici. Il y a des solutions en train de se mettre en œuvre par des jeunes aujourd'hui qui sont des néo-paysans, il faudra qu'on en parle avec eux. Qui font des choses incroyables. Il faudra qu'on en parle. Intègrent leurs connaissances technologiques à l'agriculture et techniques à l'agriculture. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a notamment une ferme qui n'est pas très loin d'ici, sur 1500 m² cultivés, ils arrivent à produire du maraîchage diversifié en vente directe pour 80 familles. Il en vit bien, il part en vacances, il est en bonne santé, il y a des jeunes qui s'installent à côté de lui. Donc c'est une agriculture extraordinairement intensive sur, dans le fond, des tout petits espaces. C'est extraordinairement intensif, c'est intensif en main d'œuvre, ça produit beaucoup sur des petites surfaces, mais si vous ne vendez pas en vente directe, vous êtes mort. C'est-à-dire que vous perdez 50% de marge en fait en vendant. Oui. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pour le faire, pour produire en masse, pour alimenter les cantines, pour alimenter en grande quantité, aujourd'hui on ne sait pas comment faire. On sait produire sainement sur des petites surfaces en vendant en direct, mais vendre en masse pour nourrir tout le monde sainement. Là, c'est peut-être là où Amazon aura son mot à dire, parce qu'ils sont capables de livrer comme ça. Je préférerais que ce soit la Poste qu'Amazon, personnellement. Oui, mais n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas. Moi, je préférerais que ce soit les paysans eux-mêmes. Les eux-mêmes. Alors, qui va avoir gain de cause?
Que le meilleur gagne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toutes les solutions qui existent pour changer les choses. Et il manquera à un moment donné, pour accélérer, c'est vraiment l'aide de l'État, de l'Europe, des communautés de communes, et que tout le monde aille dans le même sens. D'ailleurs, en tous les cas, pas l'opposition. Pas l'opposition, ça serait déjà bien, mais chaque communauté de communes et chaque métropole a l'obligation de mettre en place un plan alimentaire territorialisé pour arriver à une souveraineté alimentaire pour l'intégralité des habitants en France. C'est quand même un truc essentiel, c'est qu'il faut qu'on puisse tous manger sainement, sans détruire et à proximité. La nature, voilà, et à proximité. Un sacré enjeu. Bah écoutez, je suis content de vous parler de ça parce que dans ce domaine, mon ignorance ne le dispute que mon incompétence, donc je suis très content. J'apprends des trucs, moi ça me fait toujours plaisir quand j'apprends quelque chose, je suis très content. Mais en tout cas, je suis content parce que je suis persuadé que ça se passera par ici, dans cette région ici où il y a une vieille tradition. Il y a des antécédents, oui. Et puis c'est une tradition où les gens passent. C'est-à-dire vous êtes dans le couloir rhodanien, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu du trafic, donc vous n'êtes pas dans un coin et c'est plus difficile quand vous êtes complètement à l'écart de tout. Ici, il y a le terroir, il y a l'eau, il y a le soleil. Il y a les routes, il y a les ponts, il y a les clients partout. Donc logiquement, si j'ose dire, votre proximité est beaucoup plus grande que la proximité des autres territoires agricoles français. Après, il y a un truc qui est en train de changer, c'est le climat. Et tous les ans, il y a des périodes de sécheresse, enfin pas de sécheresse, de température extrême, qui font que toutes les cultures, il va falloir un petit peu évoluer là-dessus. Cette année, c'était mieux. Et notamment, on en parle avec Eliane, l'agroforesterie, c'est une des pistes. C'est de planter aussi des arbres un maximum pour avoir... verdir, c'est pas une utopie. Là où c'est vert, il y a de la fraîcheur et il n'y a pas la sécheresse. J'ai vu ça en Algérie, si vous voulez, il y avait des vallées qui étaient extraordinaires de chaleur. Et puis ils avaient mis des orangers, des canaux qui envoyaient de l'eau, etc. Et ça avait fait baisser la température dans cette vallée de 5 ou 6 degrés. Quoi. Voilà. Après, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de canaux d'irrigation dans cette région. Mais il y a beaucoup d'obligations des propriétaires de payer ces canaux, mais ils ne les utilisent pas. C'est-à-dire beaucoup de terres restent ce qu'on appelle ici campasse, alors qu'il suffirait qu'il y ait une petite loi ou une petite règle, ou tout au moins une consigne de données pour que ces gens-là arrosent leurs champs. Et à ce moment-là, ça serait vert et ça ferait vraiment quelque chose de bien pour la planète aussi et pour les gens. Et ça serait contre les feux aussi en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ça prend feu, même les champs incultes prennent feu, parce qu'ils n'ont pas été simplement irrigués, alors que l'eau y est, tout y est. Ah, ici, ça manque pas de l'eau. C'est le cas de mon voisin, ouais. C'est le cas de ton voisin. Qui a une résidence secondaire, mais qui a 1 hectare, c'est un problème pour moi parce qu'effectivement c'est très très sec. Oui, et ça risque de cramer chez toi. Ça risquerait de cramer chez toi en même temps, alors que tu entretiens ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Et ben voilà, merci beaucoup. Encore une fois, nous buvons. Je l'ai bu, il est excellent, un jus de pomme fait ici et qui a un nom Gaïa. Gaïa, c'est la déesse de la terre. Bon, eh bien, c'est donc la deuxième étape de la journée, si j'ose dire. Nous sommes toujours à Sorgues. À l'île sur la Sorgue, dans le pays de Sorgues. Sorgues, ça veut dire source. Donc c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Et là, on a une première discussion comment se porte l'agriculture française avec des gens compétents. Et là, avec des gens tout aussi compétents, toujours vous, madame, d'ailleurs, on va parler du vécu de paysans qui s'intéressent et qui ne font que de l'agriculture biologique. Parce que tout le monde veut faire de l'agriculture biologique, on ne parle que de ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui le font dans la réalité. Et j'aimerais bien qu'ils nous expliquent exactement ce qui se passe, parce que la réalité, c'est souvent pas tout à fait les petits moutons de Marie-Antoinette à Versailles. Vous savez, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'agriculture. Et je pense que le discours que les gens tiennent sur l'agriculture biologique, c'est souvent des petits moutons à Versailles, si vous voyez ce que je veux dire. Madame, parlez-nous un petit peu de ce qui n'est pas à Versailles. De la réalité. Ce qui n'est pas à Versailles. Cette agriculture-là, moi je l'ai voulu essentiellement pour la santé d'un de mes enfants, des deux, mais surtout d'un. Et ça a été très difficile à mettre en place parce que ça s'est opposé à une ambiance générale agricole qui n'allait pas dans ce sens-là, et c'était il y a 35 ans.
Ce que je constate depuis, c'est que ça devient de plus en plus facile de génération en génération. Mais il faut quand même souvent une génération pour arriver à quelque chose. Je l'ai voulu parce que c'est ce qui se rapprochait le plus, donc c'est l'AB, l'agriculture biologique, c'est ce qui se rapprochait le plus de l'agriculture de mon grand-père. Je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de raisons de traiter. Dans le milieu bio, il y a une chose qui s'est diffusée, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qui est la suivante. À la fin de la dernière guerre de 39-45, les usines d'armement chimique ont été recyclées dans l'agriculture. Donc c'est comme ça que nous avons eu, d'après ce qu'on nous a appris, en tous les cas en bio, c'est quelque chose qui se dit, les usines d'armement chimique ont été recyclées en traitement pour les agriculteurs, en engrais et en sulfatage. Voilà essentiellement ce qu'on nous a dit, d'où était parti un peu le problème de santé. Parce que bon, si vous prenez un antibiotique de temps en temps, ça ira, mais si vous en prenez tous les jours, et si vous traitez les poules et les lapins tous les jours aux antibiotiques, il vient un moment que l'antibiotique ne fait plus rien. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était pour des ennuis de santé. Mon fils, à 3 ans, a commencé à manifester de l'asthme, comme son papa, ou des bronchites comme sa grand-mère, seulement il avait les deux, il avait l'asthme et les bronchites. Donc à 3 ans, il commençait à ne plus pouvoir vivre sans antibiotiques. Ma belle-mère qui avait eu de la cortisone très tard, et mon fils qui commençait à avoir de la cortisone à l'âge de 9 ans, j'ai plus supporté. J'ai eu une prise de conscience aussi à un moment donné, on appelle ça des prises de conscience, un éclair de lucidité, je ne sais trop quoi. Nous avions des terres à l'époque à Saint-Saturnin-d'Apt-Roussillon. Et j'ai vu la plaine, parce que là-bas il n'y a pas des rangées de cyprès comme ici, et on voit très loin. Et j'ai vu la plaine où il y avait très peu d'agriculteurs. Et je me suis rendu compte, pour avoir passé le premier bac informatique en France, je m'étais rendu compte par la suite à quel point tout le monde aujourd'hui se sert de l'ordinateur, et à quel point un secteur où il n'y a plus personne, c'est un secteur en perdition. Comme nous perdions nos agriculteurs toujours que plus, j'ai bien vu que ce qui se passait n'allait pas. Et j'ai vu aussi que si je continuais à faire une agriculture chimique, avec plus d'agriculteurs et ce que ça avait comme impact sur la santé, ça n'irait pas du tout. Et c'est là que je suis revenue à la maison et que j'ai dit à mon mari, nous allons continuer à être agriculteurs, mais nous allons le faire en agriculture biologique. Et bien entendu, petit à petit, en changeant notre alimentation, en changeant notre façon de travailler, ont disparu l'asthme, ont disparu les bronchites. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Il a fallu vraiment suivre certains traitements, une certaine hygiène alimentaire. Et donc pour moi, il était tout à fait normal que ce qu'on faisait nous, dans notre famille, il était complètement anormal de continuer à traiter nos champs et nos productions de poires, de pommes, qu'on vendait à d'autres. Voilà. Et là, ça n'a pas été facile la première phase, mais cette phase-là a été extrêmement difficile. Et j'ai toujours dit, je suis une fille, je ne suis pas un garçon, mais l'agriculture biologique, pour moi, ça a été mon parcours du combattant. C'est là que j'ai commencé à devoir me battre et me défendre partout. Parce que, évidemment, quand on a commencé à enlever des traitements et qu'on n'avait pas l'accompagnement voulu technique pour nous dire ce qu'il fallait faire en remplacement, il y a eu des erreurs de fait au début aussi avec le maire Boucher. Si tu te souviens, tu pourras peut-être en parler, je ne m'hasarderai pas là-dedans. Mais on a induit les agriculteurs en erreur sur beaucoup de surfaces agricoles. Donc les choses se disaient, les choses se savaient et les difficultés on en avait déjà, mais là on en a eu encore plus. Donc on a perdu pendant 20-25 ans 50% de notre chiffre d'affaires. Inutile de vous dire que si on perdait du chiffre d'affaires, certaines personnes ne savent pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, mais savent ce que c'est un revenu. Quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de revenu non plus. Et qui sait qu'il n'y a pas de revenu? C'est la bonne femme, même si c'est elle qui a apporté les solutions. Donc j'ai assumé à beaucoup de niveaux. On s'en est sorti paradoxalement. Au départ, ça a été un plus, c'est-à-dire, et je pense que ça tu pourras en parler puisqu'on en a parlé hier tous les deux, ce qui a été un plus, c'est qu'il y ait un plus grand nombre de fermes qui passent en bio, ce qui a permis aux industriels de nous faire des filets à Carpocaps et des filets à mouches Suzuki
parce que bien entendu, un industriel ne va pas pouvoir faire tourner d'énormes machines qui lui coûtent cher s'il n'y a pas suffisamment de clients pour acheter ces choses-là. Paradoxalement maintenant, beaucoup, après avoir passé pour des parias, parce que l'agriculture biologique, qui était simplement l'agriculture de nos grands-parents, paraissait louche et très louche. Le mot secte, je l'ai entendu 50 000 fois, je faisais partie d'une secte. Aujourd'hui, niche, l'agriculture biologique c'était une niche, aujourd'hui la niche n'existe plus, elle a explosé. Donc les nouveaux agriculteurs qui arrivent aujourd'hui sont de gros producteurs et je vais peut-être te passer la parole, à part si vous avez quelque chose à dire. Monsieur. Non, mais je suis tout à fait, c'est passionnant parce que ce que vous nous avez raconté là, c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire que vous avez été, si j'ose dire, paysanne ancienne avec votre grand-père, puis paysanne moderne, et puis vous êtes revenu à ce qui était dans le fond vos racines. Je trouve ça passionnant. Et je trouve ça émouvant aussi, enfin, si vous voulez. Et puis vous avez preuve d'une belle force de caractère, parce qu'en effet, dans le pays, vous savez, en France, je crois que c'est un humoriste qui disait « Si vous avez raison 24 heures avant les autres en Grande-Bretagne, vous êtes un héros. Si vous avez raison 24 heures avant les autres en France, vous êtes un fou. » Je crois que c'est exact. Je crois qu'il y a un degré en France tout à fait stupéfiant d'essayer d'être en conformité avec les autres, quoi. Alors on dit qu'on est un peuple irrespectueux, mais je ne suis pas certain. Mais disons, on a du mal à comprendre les autres quand ils n'ont pas les mêmes idées en France. Oui, vous savez, c'est ce que disait aussi parce que moi, pour mon cas, je me suis installé en 95 en prenant l'exploitation de mon père, hein, et la partie de mon frère qu'on s'est associé. On est passé en bio en année 2000. Pourtant, ça fait que 20 ans. Et il y a 20 ans de ça, je faisais le mine de Cavaillon, où c'est qu'on vendait le matin nos productions. Mine, marché d'intérêt national. Oui, d'intérêt national de Cavaillon. Et on passait pour des gens pas normaux. Ah oui. Des allumés, en 2 mots. Il y en avait qui me disaient, moi je suis bio, je ne traite pas. Ils disaient, tu n'as que demander la certification, c'est aucun problème. Au moins tu seras bio, tu auras des preuves. Et ainsi de suite. Mais les gens, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que moi, ce qui m'a attiré vers le bio, c'est par rapport aux agriculteurs ici, il y avait pas mal de pommiers. Et ces gens-là, quand ils prenaient la retraite, ils n'en profitaient pas. Ils décédaient assez vite. Donc, suivi des traitements, parce que ce qu'il faut savoir, les pommes, c'est le produit le plus traité. Ah oui. Donc, quand on voit ça, on se dit, bien beau de devenir paysan, mais si c'est pour... Ben, en principe, vous devenez paysan pour vivre à la campagne. Pour profiter. Profiter du bon air. Voilà. Donc, à partir de là, on s'est orienté vers le bio. Bon, c'est peut-être un petit peu bête ce que je suis en train de dire, mais c'est par rapport pour nous, et puis pour pouvoir fournir des produits aux gens et ne pas les empoisonner. Voilà. Ben, ça me paraît quand même... Parce que le premier consommateur de nos produits, c'est nous-mêmes. Voilà. Parce que quand vous voyez, mettons, dans un élevage, qu'il élève des poules à part parce qu'il ne mange pas les poules qu'il a dans son élevage. Ça arrive, ça? Ça arrive. Je cite personne. Mais quand vous, c'est pareil avec un jardin. Mais quand vous ils ont un jardin. Un jardin avant c'était ça. Oui. Avant, voilà. il y a donc au début de la... Il y a le jardin potager, des produits qu'on mange à la maison, oui. Et puis il y a le... Et celui pour les autres. Et celui pour les autres. Oui, voilà. Mais bon, monter sur le tracteur, passer des traitements, tu te l'avales quand même. Évidemment. L'avantage du bio, moi je vois, ça fait une vingtaine d'années qu'on y est dedans, mais c'est que tous les jours, on apprend quelque chose, on recherche, on essaie de se battre, parce qu'on a une attaque d'un insecte, donc on cherche comment polliniser, comment mettre les prédateurs, faire des nids pour les prédateurs pour pouvoir les conserver, planter d'autres plantes pas loin, pour essayer de les conserver. Et on fait 17 cultures différentes. Parce que ce que vous avez dit tous, c'est que dans le fond, la diversité empêche les maladies quelque part. Ben, disons, ça les freine. Ça freine, ça n'empêche pas. Parce que quand vous loupez sur une maladie, vous n'êtes pas un chimique, vous n'avez pas des produits que vous pouvez rattraper. Vous avez un produit pour vous défendre un peu, mais ça ne radicalisera pas le problème. Nous, une année, j'ai eu des gros clients qui sont venus à la ferme. J'avais fait des concombres longs et les concombres noirs, c'est les plus courts.
Et on avait le noix qui produisait encore, mais les longs, ils étaient infectés de pucerons. Et quand on leur a montré ça, ces serres tout abîmées, que ça faisait à peine que 15 jours qu'ils produisaient, qu'on a eu une attaque qu'en 3 jours, ça a été clafi, qu'on n'a rien pu faire. Ils ont commencé à rester là. On y a dit oui, mais on est en bio, mais il faut savoir accepter la casse. Évidemment. Parce qu'il y a des fois, on se loupe. Et dès qu'on loupe une surveillance ou un truc comme ça, c'est malheureux, mais on a de la casse. Par contre, le comptable, il ne te loupe pas. Hein. Mais niveau comptable, disons... Et les impôts non plus, d'ailleurs. Mais les frais, on sait qu'on a eu, mais bon, ça, la force d'avoir différents produits, il y a toujours un produit qui vous sauve d'un autre. Oui, ça c'est vrai. Parce que d'une année à l'autre, ça ne sera jamais le même produit que vous aurez le problème. Oui. C'est ça l'avantage. Si tu permets, j'ai quelque chose que j'aimerais dire là. Toujours nos anciens qui faisaient encore mieux que nous l'agriculture d'aujourd'hui avaient pour habitude de dire une récolte dans les champs, une récolte au grenier et une récolte à la banque. Alors j'ai parlé des comptables, je me le permets encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agriculteur ne peut plus avoir de réserve. Et ça, c'est pas normal. Et dans le cas de l'agriculture biologique, c'est plus que pas normal parce qu'on écope, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a perdu pendant 25 ans 50% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les comptables, si le chiffre d'affaires va bien, on ne rattrapera jamais nos 25 ans de perte. Non, bien sûr que non. C'est irrattrapable. De toute façon, c'est irrattrapable. Mais ça devrait rentrer dans la comptabilité. C'est pour ça que j'aurais aimé tout à l'heure qu'on parle de la triple comptabilité qui devrait un jour, je ne connais que le nom pour le moment, qui devrait un jour prendre en compte une partie de tout ce qu'on est en train de dire là. Parce que vous êtes en train de dire quelque chose de très intéressant qui existe dans beaucoup de sociétés. Là, c'est le financier qui parle, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a dans la comptabilité américaine la possibilité d'introduire ce qu'ils appellent le sweat capital, c'est-à-dire le capital sueur. Oui, ils ont une avance de réserve. Ils n'ont pas une avance de réserve, mais quelque part, comme la société prend de la valeur avec le travail du propriétaire qui ne se paye pas assez ou n'importe quoi, le fisc, dans le fond, baisse les impôts sur le propriétaire à due concurrence de cette valeur qu'il a créée par ailleurs. Et j'ai toujours trouvé ça assez astucieux parce que c'est une façon, en quelque sorte, de faire baisser les impôts sur les paysans parce qu'ils créent de la valeur, ils créent de la beauté, ils créent des produits de bonne qualité et tout et tout. Il me semble que ce serait en effet quelque chose qui pourrait être fait assez facilement. Ça commence à être demandé. C'est d'ailleurs de créer, à la place de demander une subvention, vous ne demandez rien du tout. Voilà. Vous demandez simplement que le travail que je fais pour améliorer la campagne ou arroser les champs ou je ne sais pas quoi, soit pris en considération par une augmentation, une diminution de mes impôts qui permet de me constituer un capital. Quand on reçoit des stagiaires, il n'y a aucune raison qu'on perde beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Mais le stagiaire doit payer, qui n'est pas une rémunération. Qui est une rémunération du stagiaire, c'est tout à fait normal, mais qui est une rémunération du maître de stage aussi. Mais oui, c'est-à-dire que je sais qu'en Suisse et en Allemagne, les parents payent la formation du gamin comme s'il était à l'école, quoi. Si vous étiez dans une école professionnelle, etc., vous payez. Là, je ne parlais pas des parents, je parlais simplement qu'il y a des enseignants de lycée agricole, par exemple, qui sont payés. Et pendant que nous nous occupons de leurs stagiaires, de leurs élèves, qui deviennent nos stagiaires, il n'y a aucune raison, pendant les vacances d'été, en plus, quand tout le monde est en congé, nous, non seulement on n'est pas en congé, mais on n'est pas rémunéré pour le travail que l'on fait auprès de ces stagiaires. Et bon, ça commence à être demandé. Quelle pression aurons-nous, quelle force aurons-nous pour que ce soit entendu et effectif? Je ne le sais pas. Parlez-nous un petit peu de la rentabilité, parce que moi, ça me toujours, vous savez, je suis un horrible capitaliste. Donc, est-ce que c'est viable est-ce qu'on peut vivre en tant que paysan en étant bio? Oui. On y arrive à vivre. Ça qu'il y a, il ne faut pas penser, disons, on arrive à vivre. Se payer un petit loisir de temps en temps, mais pas mener la vie de château. Ah non, comme on dit. Je veux bien le croire. Disons, il faut être honnête sur le truc. Vous travaillez beaucoup? On travaille beaucoup. En hiver, un peu moins parce que la nuit tombe plus bonheur. Oui. Voilà. Mais en été, c'est des semaines dans les 65-70 heures. Et en hiver, ça tourne dans les 45-50 heures.
Voilà. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le problème, l'agriculteur, il faut qu'il sache faire la comptabilité, la gestion, les commandes, savoir fournir, calibrer. Parce qu'en bio, on vend nos produits calibrés, donc tout conditionné. Peser. Tout c'est, disons, homologué et tout, suivre les choses. Et on a les risques, disons, de problèmes que ça se perde dans un transport, que ça soit refusé, pour X raisons. Moi, l'autre jour, on m'a refusé des pastèques parce qu'elles avaient les queues trop longues. Tiens donc, on aurait pu les couper. Et je veux dire, il y a des trucs qui sont un peu aberrants. Pourtant, une pastèque, c'est surtout au goût gustatif, etc. Elles auraient été vertes, je comprends très bien qu'ils l'auraient refusé. Elles auraient été pas normales, disons des formes vraiment bizarres aussi. Et en bio, on a les mêmes charges que le conventionnel niveau visuel. Il faut que vous soyez aussi beau, ce qui est idiot d'ailleurs. Voilà. Et ça, il faut le savoir. La seule différence des cahiers de charges, c'est par rapport aux produits de traitement qu'en bio, on n'a pas droit aux produits chimiques. Voilà. Et ça, il faut savoir le dire. Moi, j'ai eu, il y a quelque temps, dans une réunion, une cliente qui me disait « Mais vous, en bio, vous ne traitez pas ?» Je fais « Si, on traite, mais qu'avec des produits naturels. » C'est qu'il n'y a pas d'effet de long terme, comme un produit chimique. Produit chimique, vous le passez, 8 jours après, pendant 8 jours, vous êtes tranquille. Produit chimique, si ça n'a pas fait son effet, il faut calculer pourquoi. Mais avant de le lâcher, le produit, il faut voir les auxiliaires qu'on a, si on en a assez ou pas. Et pas passer n'importe quoi comme produit pour tout radicaliser. S'il faut ramener des auxiliaires, c'est pas intéressant. Je veux dire, c'est une surveillance qui est beaucoup plus que le chimique. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que dans le fond, le bio, c'est beaucoup plus, je ne dis pas de l'artisanat, mais on est beaucoup plus près de la chose, quoi. Là, on n'envoie pas des tas de... Et puis ensuite, on va au cinéma, quoi. C'est vraiment, il faut être là, il faut surveiller, il faut regarder. Il faut regarder. Il faut regarder tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, Ça doit être passionnant en même temps, parce que vous apprenez des tas de choses sur la nature. On en apprend toujours, parce qu'il y a certains moments donnés, on recherche pourquoi et comment. Et alors vous téléphonez à vos copains, vous allez sur l'internet pour savoir s'ils ont eu le même problème? Non, disons maintenant, avant, début des années 2000, il n'y avait pas les techniciens, il n'y avait, avait pas tout ça qu'on trouve aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des techniciens qui sont assez pointus dedans. Hein. Vous avez sur internet pas mal de recherches qui ont été faites. Mais ensuite, c'est à nous à comprendre déjà là où il est le problème. Et à partir de là, on peut voir ce qu'on peut y amener, ce qu'on peut faire. Alors, vous vouliez dire quelque chose? C'était sur l'importance de notre travail et la surcharge de travail qu'on a. Elle est essentiellement due aussi, je vous parlais de Cavaillon, peut-être, on n'en a peut-être pas trop parlé là, mais Cavaillon était un centre de distribution, d'ailleurs il y a eu la flèche cavaillonnaise à cause de ça, était vraiment un rassemblement de ce qu'on appelait des expéditeurs, c'est-à-dire que les paysans, les agriculteurs, il y avait des courtiers. Ici, mon père, le courtier passait prendre ses cerises. Il y avait Caroton qui passait. Voilà, il y en avait aux Vinières, il y en avait un peu de partout. Un des grands-pères de mon épouse, qui était d'origine des îles Baléares, il avait été courtier justement en fruits et en légumes dans le Gard, etc. Il ramassait les raisins, il allait vendre à Paris. Ce matin, si on t'a attendu, c'est parce que tu étais en livraison. Voilà. Donc il y a une surcharge de travail parce que énormément d'emplois ont été éradiqués. Il n'existe plus. La centaine d'expéditeurs à Cavaillon, elle n'y est plus. Donc il y a eu le marché d'intérêt national, il y a eu des centrales d'achat et on rejoint maintenant. C'est pour ça qu'on rejoint aussi ce qui concerne les normes, les réglementations et le fait que c'est la grande distribution qui fait les prix et qui fait la loi. En gros, disons, le premier metteur comme je peux le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier metteur en marché en bio, c'est Carrefour. Voilà. C'est pas les Biocop. Voilà. L'heure d'aujourd'hui. Le premier acheteur. Celui-là qui vend le plus de bio, c'est Carrefour. C'est Carrefour. Et donc, c'est plus les magasins spécialisés. Depuis quand ça s'est passé, ça? Ça fait déjà au moins 3 ans.
Ah, mais c'est récent. Et donc c'est intéressant. Mais c'est pour Moi, dire... avec mes 35 ans de bio, 3 ans, c'est récent. Oui, c'est vraiment récent. Mais ce que je peux dire aussi sur la bio, c'est qu'il ne faut pas avoir qu'un seul client. Ah ça, vous avez raison là. Parce que dès que vous dépassez le chiffre d'affaires de 30% avec un client, ça devient un client en risque. Parce que si lui, il a des problèmes, vous aurez des problèmes. Dans tout domaine, pas que la bio. Voilà. Et oui, ça c'est vrai. Il ne faut jamais être... À partir de là, mais à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'il arrive des grosses exploitations, tout ça, il y a des gros grossistes qui voudraient que les agriculteurs mènent à 100% chez eux. Et on est quelques-uns à se battre, à vouloir éviter encore ça. Ah non, il ne faut jamais que vous ayez un seul acheteur. Vous êtes mort. Eh oui. On est sûr de, disons, qu'on ne durera pas. Oui, tout à fait. Là, vous êtes cuit. Et puis et tu m'as dit hier, donc c'est essentiel, la baisse des prix cet été, enfin le manque de départ de nos productions. Ben, le manque, disons cet été, il y a eu une baisse de prix sur le concombre, tomate, que ça se trouvait mandable. À un moment donné, ProNatura, ils ont demandé à leurs producteurs de tomber les bouquets de fruits pour éviter qu'ils arrivent à production. Aubergines, non. Parce que les gens, avec le confinement, ont fait beaucoup de jardins. Oui. C'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'il y a aussi au mois de juin, il n'y a pas eu les températures de l'année dernière. Ça peut-être par rapport qu'il y a eu moins de pollution pendant un mois et demi de confinement. Possible. Que ça peut être possible. Et cette grosse vague de chaleur, l'année d'avant, les jardins, ils étaient grillés. Donc il n'y avait presque pas de tomates, pas de concombres. Et aubergines, c'était très peu de plants. Là, vu qu'il y a eu de bonnes productions dans les jardins, les gens ont donné aussi à leurs voisins. Donc ça fait moins de consommation. Mais à l'échange, le fruit et légumes, disons les fruits, les gens en ont beaucoup moins dans leur jardin. Ils ont moins d'arbres. Ben évidemment, ça met du temps. Ont moins de... Donc ça s'est maintenu niveau vente. Et l'arrivée quand même en bio de gros producteurs. Mais ça, l'arrivée était prévue parce que le gros problème, vous avez les chambres agricoles, que ça fait 5 ans en arrière qu'ils ont commencé à dire aux agriculteurs, si vous voulez vous en sortir, passez en bio. Mais le gros problème, pour passer en bio, si on n'a pas un petit peu d'éthique, et envie de recherche, et envie d'y s'y mettre dedans, au moins un minimum d'envie, c'est pas la peine. Si on vient juste pour le pognon, ça vaut pas le coup. Mais par contre, ça fout un coup de pied à ceux qui sont là depuis longtemps. Oui, mais... Sans considération non plus aucune. Mais il y en a toujours eu quelques-uns mais normalement quelqu'un qui est sans respect, disons, de son exploitation, de sa terre, tout ça, normalement il ne dure pas. C'est très bien ce que vous venez de dire. Parlez-moi un petit peu du rôle de l'État, parce que j'ai l'impression que vous avez une opinion assez tranchée là-dessus. Le rôle de l'État, moi ce que j'en veux, c'est au maire. Je fais partie d'une commune qu'ils ont agrandi une zone industrielle. Que c'est à côté de l'exploitation. Nos bonnes terres partent en bâti. Et on nous laisse des terres plus pauvres. Sur les bonnes terres, on a le canal, donc sous pression pour pouvoir arroser facilement et tout. Et on nous laisse des terres qu'elles sont beaucoup plus pauvres, donc à remettre le sol vivant, qui est un peu plus compliqué. Ça, c'est pas... Et terre froide parce qu'il y a des remontées d'eau l'hiver, donc on ne peut rien produire dedans. On ne peut ni passer un tracteur à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc pour préparer, on est obligé de préparer tardivement, même qu'on est dans une région précoce. Je trouve que c'est dommage. Parce que les bonnes terres fertiles, on les passe en béton. Il vaudrait mieux passer des mauvaises terres en béton que des bonnes. Ça me paraît normal. Ouais. Je sais pas. Il y a un gros problème là-dessus. On ne regarde pas la valeur du sol niveau nourricier. Pas valeur pognon. On regarde simplement si on peut faire un développement urbain, là, des maisons, etc. Et donc on regarde, bon, ça vaut tant à l'agriculteur. Si j'en fais des maisons, ça vaudra 4 ou 5 fois plus. Donc on le fait là parce que c'est un endroit, oui, ben, je vois très bien ce qui se passe. Quoi. Puis on a un autre gros problème, c'est que les paysans qui s'arrêtent comme ils ont une petite retraite, quand ils ont du bien des terres, quand ça passe construisible, ils préfèrent le vendre construisible bien sûr. Un peu plus cher. Ça leur fait une entrée d'argent que ça leur compense
la petite retraite qu'ils ont. Et ça leur permet de continuer à vivre jusqu'à un certain temps. Parlez-moi de votre retraite, madame, qui m'a l'air extraordinairement généreuse. 300 €. Alors, après une vie de travail. Pour une vie de travail qui est vraiment une vie de travail. Hein. C'était une vie de travail, 300 €. De recherche. Et votre mari? 700. Donc à deux, on a... ça fait 1000 ans. Ça fait 1000 à tous les Ça deux. va pas loin. Impossible de garder une maison ou quoi que ce soit avec cet argent-là, rien que les impôts, enfin voilà, les charges. Mais c'est pas, je me plains pas de ça, du tout, parce que je me suis enrichie autrement. On serait sûrement pas là aujourd'hui si ça m'avait pas enrichi. Mais je sais pas ce que ça va donner, mais il y a un gros mépris de notre travail, ça j'en suis persuadée, parce que les décisions ne sont pas prises par les gens comme nous, parce qu'on ne nous écoute pas. C'est ce que j'entends partout, vous savez, voilà. j'ai entendu, j'ai essayé de voir des gens en Bretagne. Non seulement on ne nous écoute pas, mais on ne nous entend même pas. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un besoin de parler en disant mais j'ai les solutions à mes problèmes, voilà ce dont j'ai besoin et tout. Et vous avez vraiment l'impression que ça tombe, en fait, ces gens au sommet, on a l'impression qu'ils se parlent entre eux et qu'ils écoutent personne d'autre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture de communication entre la France d'en haut et la France d'ici, qui est tout à fait étonnante, non? Est-ce que je me trompe? On dirait qu'on parle pas la même langue. C'est-à-dire... la langue qu'on parle tous les deux, oui, moi, il y a 15 jours qu'on se connaît. C'est qu'il y a aussi les intermédiaires et entre le départ et le haut, ça change aussi. Parce que c'est facile mettons, que quelqu'un au milieu comprenne un truc et le détourne sans faire exprès. Je veux dire, pas volontairement, mais en y mettant un peu de son idée, se déforme et veut dire autre chose. Mais on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes qui ont gueulé au départ, on savait très bien pourquoi gueuler, puis à la fin ça s'est retrouvé avec toute une série de gars qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes. C'était... Parce qu'au plus qu'on met du monde dedans, au plus ça s'éparpille. Voilà. Et donc on a un problème de représentation maintenant, si vous voulez, les gens qui vous représentent, les maires, les députés, tout ça, ils sont plus vraiment vos représentants, quoi. Enfin, ils font plus leur boulot, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que le peuple agricole, avant, on représentait dans un village dans les 70-80% de la population. Les trois quarts du temps, il n'y a même plus de commission agricole. Et maintenant, les agriculteurs sur le tour, on doit être même pas, on est en dessous des 30, donc on doit être dans les 15-17%. Donc on ne représente plus rien. C'est plutôt le monde associatif. Donc s'ils veulent être élus, ils n'écoutent plus les agriculteurs, ils écoutent les associations. C'est bien qu'il y en ait, mais je veux dire, le monde a changé. Ils n'écoutent plus niveau comment manger demain. Ils écoutent loisir. Voilà, le monde d'aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi j'aimerais revenir sur le mot retraite. J'ai toujours dit que la retraite, je ne la prendrai jamais. Mais vous avez bien raison. C'est terrible. Je vois pas ce que c'est. C'est encore une invention administrative. Ça peut aider certaines personnes, mais on n'a pas à obliger toutes les personnes à passer. Je vous avais tellement raison. Moi, j'estime la retraite, c'est bien, mais en la prenant juste pour ralentir. Moi, je ne me vois pas m'arrêter et passer à la transmission. Rester assis dans un fauteuil. Et passer à la transmission, par exemple. Oui, mais la transmission, on est en train de la faire, mais parce que la transmission, il faut la prévoir bien à l'avance aussi. Ben évidemment. La transmission verbale, la transmission du savoir. Oui, mais en prenant d'avance, disons, les jeunes, en les faisant travailler ensemble et tout, là, ça commence la transmission du savoir. Il a intéressé le jeune pour qu'il s'implique dedans. Accompagner. Accompagner. Parce que s'il ne s'implique pas, la transmission ne sera pas bien parce que ça ira pas loin. Vous savez ce que disent les Chinois? Ils disent la décision, il faut être jeune. Quand on est d'un certain âge, il faut conseiller. Oui. Et donc je crois que la retraite, c'est quand vous décidez de vous-même de passer du moment de la décision au moment où vous conseillez à ceux qui sont là ce que vous feriez à sa place. Mais c'est toi qui le fais, mon grand. mais qu'on donne simplement notre avis. Voilà, vous le donnez, voilà, mais vous avez... Avant, les générations avant, il y avait le patriarche. Mais lui, il pouvait rester trop longtemps. Qui décidait tout le temps. Ça fait que le fils qui reprenait l'exploitation,
quand il était déjà âgé, il n'avait jamais pris de décision. Et c'est très dur. Donc il ne savait plus. Il y a encore de ça, hein. Il y a encore de ça. Il y a encore de ça. Mais c'est pas comme ça qu'une exploitation peut avancer. Ça Non, devrait être. non. Il faut passer Mais je de la parle de décision. ça des générations Oui, tout à début fait. 1900. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup. Vous voyez, je crois qu'on a touché un sujet très profond ici, c'est-à-dire celui de ce qui a été l'âme de la France, l'agriculture. Et je suis quand même très touché de voir qu'il y a encore des gens comme vous, madame, et puis comme vous, qui aimez ce métier passionnément, parce que sinon vous ne le feriez pas. Oui. C'est pas un métier d'ailleurs, c'est une passion. Mais il y a quand même un truc que je suis content. C'est que quand j'étais jeune, disons dans les années 80, on entendait parler que vers les années 2000, on risquait de manger des cachets. Des beefsteaks de pétrole quand j'étais en 4e. Mais moi, Beefsteak quand de j'avais pétrole. 15 ans, que j'étais... Ah oui, c'était appétissant. il parlait la que France, qui est un l'être pays humain allait se nourrir avec gastronomique. des cachets et tout ça. Et moi, j'estime que manger, se nourrir, c'est un plaisir. Bah, évidemment. Et ça fait partie de cuisiner, tout ça. Si on n'aime pas les saveurs, tout ça, la vie, elle serait fade. Vous avez tellement raison. Voilà. Ça fait tellement Donc, plaisir, si vous voulez. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a deux sortes de gens. Il y a ceux-là qui aiment bien manger, qui cherchent les bons produits, et il y a ceux-là qui s'en foutent, mais tant pis pour eux. Parce que c'est malheureux à dire, mais arrivé à un certain âge, il n'y a plus grand-chose à faire pour qu'ils viennent vers la bonne C'est ce route. que me disait une de mes vieilles tantes qui m'a servi de grand-mère, que j'adorais, qui était une Alsacienne. Elle disait, Charles, dans la vie, tu verras, tous les plaisirs s'atténuent, sauf la bouffe. André, est-ce que tu pourrais nous raconter la petite histoire que tu m'as racontée hier de ta fille Angélique? Oui. Et il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'est qu'au début, dans les années 95, je me suis installé et ma fille, l'année 98, elle était à la maternelle, dernière année. Quand sa maîtresse qui s'occupait d'elle, il demandait à tous les enfants qu'est-ce qu'ils font vos parents. Puis elle, au lieu de dire agriculteur ou paysan, elle a dit plombier. Puis un jour, cette dame, sa maîtresse, elle avait un problème de plomberie. Quand je suis allé la chercher à l'école, elle me dit « Ouais, je sais que vous êtes plombier et vous pourrez venir, j'ai tel problème. » J'ai dit « Non, désolé, je ne suis pas plombier. » Elle dit « Mais votre fille m'a dit... » J'ai dit eh « Ben ça, j'en discuterai avec tranquillement. » Puis le soir venu, en discutant, ça, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? T'as honte de dire que je suis paysan et tout? Ouais, parce que les autres ils disent que vous êtes sale, etc. Donc ça fait pas bien. J'ai dit mais tu sais, d'accord, on est sale, on touche du fumier, on touche de la terre, on a les habits qui se salissent, mais c'est nous qu'on apporte pour manger. Donc on sert à quelque chose. Et c'est quand les choses sont bonnes, c'est qu'un paysan il s'est fatigué. On a fait, oui, mais l'image, disons, elle disait dans ces mots, presque la vision des autres, c'est pas ça qui le changera. J'ai dit, et un plombier, d'après toi, c'est quoi? Ah, c'est mieux. J'ai dit, mais tu sais, le plombier, dans tout métier, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Un plombier, de temps en temps, il est appelé pour déboucher des WC. Eh oui. Donc, il touche du caca. Elle me dit, ah, c'est mieux paysan. Et à partir de là, elle a accepté. Elle a accepté d'avoir son père. C'est pour dire l'image qu'avait l'agriculture à un moment donné. Ah oui, oui, oui. Ben oui, mais... Parce que avant, dans la région, c'était beaucoup de monde agricole, tout le monde sort de famille agricole. Ben évidemment. Donc c'était bien vu. Ensuite, c'était les derniers de la famille qu'ils n'avaient pas d'études ni rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus le dernier de la famille parce que pour pouvoir gérer une entreprise, c'est comme une entreprise à gérer. Ah oui, tout à fait. Il faut avoir certaines qualifications. Ce sont des entrepreneurs, voilà. des vrais, les C'est un paysans. monde qui a changé tout à fait différent d'il y a 50 ans en arrière. Et un plombier aussi, parce que s'il ne met pas les tuyaux en face... Hein. Mais un plombier, c'est pareil. C'est pas pour critiquer le plombier. Hein. Non, non. Oh non. C'est pour dire l'anecdote sur le truc. C'est une image du métier et ce que je trouve un autre truc, c'est nos jeunes qu'on est en train de former, c'est l'éducation française qu'ils ont intérêt de faire de sacrés efforts. Parce que nous, on reçoit des stages, des stagiaires, disons. Normalement, c'est de l'Île-sur-Sorgue qu'ils les apprennent pour conduire les tracteurs et tout. Dans les stages, on devrait leur faire conduire les tracteurs. Ils sont là pour pouvoir atteler beaucoup plus souvent, voir comment ça se passe sur une exploitation.
on attend toujours les papiers, comme quoi on a le droit de les faire conduire, les autorisations. On les a souvent les 3/4 du temps après les stages. Si on les fait conduire sans ce papier, qu'il y a un accident, c'est nous qu'on est en tort. Donc on se bute contre un monde... Même pendant le parcours de la distance de la maison du stagiaire chez toi, c'est toi qui es responsable. Je sais, c'est comme un salarié, ça rentre en accident de travail. Les responsabilités sont de plus en plus rejetées sur les autres. Voilà. C'est toujours la même chose. On trouve aussi, j'imagine que le nombre de réglementations auxquelles vous devez faire face ne cesse d'augmenter également, j'imagine, parce qu'ils ont beaucoup de créativité pour mettre des nouveaux trucs que vous n'avez pas le droit de faire. Ça, c'est... Tu l'as dit pour le contrôle que tu as eu récemment. Nous, l'année dernière, on a eu un contrôle, il est repassé en début d'année. Puis il a vu que sur sa liste qu'il nous avait fait, il y avait quelques bricoles, on en a fait quelques-unes, mais on n'a pas tout fait. Donc il nous a rajouté d'autres petits trucs à faire, mais ils vont chercher des petites bébêtes qui ne servent vraiment quasiment à rien. Si on suit leur loi, il faudrait avoir un WC dans tous les coins de terre. Lavabo, je crois même. Oui, mais parce que quand vous sortez des toilettes, il faut pouvoir se laver les mains aussi, et ainsi de suite. Donc on arrive à un moment donné, et ils prennent l'exploitation. Nous, il y a quelques années en arrière, on avait 2 Marocains qui logeaient dans une caravane, elle faisait 1,98 m de haut. Si c'est en dessous de 2 mètres, vous n'avez pas le droit. Et ainsi de suite. Mais quel est le corneau qui sort ces statistiques? C'est pour dire... non, je sais, dans toutes les entreprises, on a ça. Le mental humain. C'est des gens qui n'ont que ça à faire, et... mais ils ne vont pas assez voir sur le terrain. Non, mais ça, je veux bien le croire qu'ils ne vont pas assez voir sur le terrain. Mais le problème, il est là. Mais ça, c'est sûr, ça. C'est d'aller voir sur le terrain. Je ne demande pas parce que je préfère quand même une caravane même de 1,98 m pourvu qu'ils aient une chambre et tout, que ce soit propre, je veux dire correct, parce qu'il ne faut pas aussi que ce soit délabré tout en ruine. Voilà. Non, mais on a cette espèce d'absence d'écoute et de réglementation qui sortent de tous les côtés, et vous pouvez simplement pas les respecter, quoi. Ben, écoutez. Et maintenant, si vous embauchez quelqu'un et il lui faut, si mettons il touche un transpalette électrique 5 à 16, s'il touche ça, c'est ça, et ainsi de suite. Donc on a du mal, maintenant on va avoir de plus en plus du mal à recruter des gens par rapport qu'ils risquent de toucher tel appareil. Ou de mettre les doigts dans la prise. Voilà. Donc on vit dans un monde un monde kafkaïen. Eh bien, merci beaucoup. Enfin, écoutez, j'ai été très content. Ça apparaîtra, je ne sais pas quand, on va maintenant le monter, on va s'occuper de ça, puis vous verrez ça sur YouTube. Après, je pense quand même que la bio, elle a quand même encore de l'avenir. Ah bon? Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y en a pas mal qui veulent sortir des nouvelles réglementations, disons pas réglementation, des nouveaux logos bio, logo plus, disons AB+, ou etc., bio plus. Je me demande à quoi ça va servir, parce qu'il vaut mieux... À monter les prix? Non, c'est pas ça. Pas pour le vendeur, pas pour vous. C'est une histoire de concurrence. C'est une histoire de concurrence. Mais moi ce que j'estime, il vaut mieux qu'on surveille un peu plus pour bien prouver que c'est bien structuré, oui. Et montrer que la bio, ça qu'on dit et ce qui se fait, c'est bien respecté, pour garder la confiance des consommateurs. Oui, tout à fait. Parce qu'au plus qu'on va monter des choses, au plus on s'échappe, ça voudra dire qu'il y a un bio qui est bon, un bio qui n'est pas bon. Ça n'a rien à voir. C'est l'entourage agricole qui fait ça. Oui. Il faut créer des choses, il faut créer des choses. Parce que moi j'estime un seul logo suffit, mais mettre plus de vigilance dès qu'il y a un problème. Dès qu'il y a un problème, absolument. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour éviter. Oui. Mieux prévenir que guérir. Voilà. C'est la vieille histoire. Encore une fois, merci beaucoup. On dit que l'agriculture biologique est quand même plus chère que le conventionnel, mais ce coût supplémentaire, c'est par rapport qu'on conditionne, qu'on normalise. Et ça, ce sont des coûts que normalement c'est le grossiste qui l'a en chimique, que c'est pas l'agriculteur.
3/4 du temps. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure avec la disparition de tous les expéditeurs. C'est Voilà. l'agriculteur qui s'est pris tout le poids de ce travail. Eh bien, disons, quand il s'est monté les OP, disons, les coopératives, maintenant que c'est passé en Coopératives, OP. c'est avant, hein, c'était en Voilà. 1920 les coopératives. Les OP, c'est... Oui, mais parce que ça a 90. changé de nom par rapport aux aides européennes. Oui, d'accord. Voilà. Ça change de forme. Ça change de forme, mais juste ça de ne forme, change mais rien. c'est le même système. Le même système. Eh bien, merci beaucoup. Voilà une bonne journée, enfin une bonne matinée. Commence à faire chaud. Je vous remercie encore une fois, madame. Merci de nous avoir reçus. Merci aussi, monsieur Gavet. Merci de m'avoir invité. Et puis merci des conversations que vous avez organisées ce matin. On va essayer de... C'est un peu Mettre une tout ça première pour ce monde de paysans. Enfin, on a déjà fait parler des paysans, mais j'ai l'impression que ça peut aller un petit peu plus loin là aujourd'hui. J'espère, si vous voulez, mais surtout je voudrais donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. C'est toujours ça mon souci. C'est qu'il y a des tas de gens qui ont des choses à dire en France et que personne n'écoute. Ça Oui. m'attriste. Oui. Bah, c'est des choses simples qui deviennent compliquées pour les C'est- gens. oui, Et les oui. paysans, ils sont restés simples. Ils sont restés simples, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup.